Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une nouvelle figure. Il s'agit de la tétractys. Mais avant que de commencer, je vous invite à partager cette réflexion. Voilà, communément, les fibules sont dénommées, cataloguées, classées selon la forme. Et ces formes sont justement définies par des expressions, on va dire des néologismes qui, comme vous vous le rendrez compte, ne voulaient pas dire grand-chose à l'époque romaine. Donc, habituellement, les fibules sont dites soit à ailette naissante, à protubérance latérale, à antenne, queue de pan, à corne, à profil fort, en arbalète, en genou, et autres peltes, oignons et satellites. Ainsi, de la même manière, une figure éminemment importante sur les fibules, à savoir la tétractys, a été définie par des termes qui révèlent vraiment que l'on n'a pas compris quelle était sa signification. Donc, de façon classique et académique, je prends par exemple cette fibule-ci, elle est décrite comme comportant une tête de reptile sur le pied, surmontée d'une ligne ondulée, laquelle elle-même est surmontée d'un triangle, comprenant en son sein un semis de triangle. Donc, une des figures les plus importantes qui se trouve sur les fibules a simplement été évaluée comme étant un semis de triangle. Donc, ce qui montre vraiment que l'on n'a pas compris la portée et l'extrême importance de cette figure. Nous allons voir ensemble, tout au long de cette vidéo, de quoi il s'agit. Voilà, on peut retrouver donc la tétractys sur bon nombre de fibules, et notamment celle du type Fougère 26B1. Donc on peut voir qu'il y a aussi des variantes, comme tous les autres types de fibules. Donc parfois on aura une ligne ondulée, parfois elle sera à peine suggérée ou il n'y en aura pas du tout. On voit aussi que les loges seront parfois bien ciselées, bien définies. Parfois même il y aura plus de loges ou moins de loges. On verra que ça c'est dû au principe donc de l'imitation. Mais nous allons voir tout de suite l'extrême importance de cette figure, donc la tétractys, et combien l'archéologie est passée pour le moment à côté de la compréhension de cette figure. Mais avant que d'aller plus loin dans la revue du sujet, il serait bon de nous remémorer quelques éléments importants pour la démonstration de ma théorie. Voilà, dans l'Antiquité grecque, il y avait autant de versions des mythes qu'il y avait de cités-États. Et Hésiode, un grec au 8e siècle avant Jésus-Christ, poète de son état, va nous proposer sa version qui va consister en quelque sorte en une refonte des précédentes. Il va nous proposer donc un paradigme, un modèle, selon un axe vertical, en y associant des endroits qui sont l'apanage de différentes déités. Donc, selon un axe vertical haut-bas, il y aura ainsi le ciel, qui sera le domaine de Zeus, la mer, la terre, et enfin, profondément enfoui sous les pieds, le Tartare, les enfers, qui à l'époque, chez les Grecs, faisait partie donc du royaume d'Hadès. 300 ans plus tard, au 5e siècle avant Jésus-Christ, Empédocle, lui, va en quelque sorte greffer sur cet axe vertical des éléments. Donc au ciel sera attribué le feu. À cette ligne équidistance entre le ciel et les enfers, donc à l'océan, la mer, le flot, va être assimilé l'eau. Ensuite va venir la terre. Et enfin, en dessous, les enfers. Et entre ces différents éléments aussi, il va assimiler un autre élément, l'air. Donc, globalement, il y aura le feu, l'air, l'eau et la terre.
C'est ce que nous connaissons sous les 4 éléments d'Empédocle. Maintenant, il est quasi impossible de parler de la tétractys sans parler des pythagoriciens. Alors, Pythagore, au VIe siècle avant Jésus-Christ, c'était un réformateur religieux et il a fondé une science politique. Il défendait le régime aristocratique, c'est-à-dire qu'il confie le gouvernement à une élite, pour lui celle de savants. Alors Pythagore, il a créé une fraternité dans laquelle il a expérimenté son modèle en réduction de l'État. Il a divisé la société en 3 fonctions sociales, comme tous les Indo-Européens, à savoir les producteurs, les guerriers et les rois prêtres. Il a voulu organiser la cité de façon mathématique et rationnelle. Il a élaboré des lois conservatrices favorables à la famille, recommandant le respect des lois et des magistrats. C'est un militariste et il a dispensé son savoir acquis d'échanges ou de voyages à des disciples triés sur le volet. Donc voici une petite peinture qui représente Pythagore. On y voit quelques-uns de ses symboles, donc à savoir la tétractys par exemple au-dessus de sa tête, l'équerre, le compas, une fleur de vie, un arbre de vie, pardon. Donc voici plus précisément ce qu'est la tétractys. Il s'agit d'un ensemble de triangles donc, mais il faut autant voir le sommet et la base de ces triangles qui vont donc déterminer des points, un agencement de points, que nous allons retrouver donc sous différentes figurations sur les fibules. Alors, pour en savoir un peu plus sur la tétractys et les codes points, donc la tétractys c'est un mot qui évoque le nombre 4, tétra, et une lumière rayonnante, actis. C'est un nombre représenté par 10 chiffres disposés en triangle. Sa formule numérique est la suivante. 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale 10. Donc 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale 10. Alors cette figure était sacrée. Les pythagoriciens prêtaient serment par la sainte tétractys. Je verrai plus bas avec vous même une prière qui était consacrée à la tétractys. Alors ces 10 points ordonnés en un triangle équilatéral. On devait voir en fait un point central entouré de 9 points et la base du triangle composée de 4 points. Donc la somme totale vaut 10. Au sommet, il y a un seul point qui symbolise l'un, le divin, qui est le principe de toute chose, l'être non encore manifesté. Au-dessous, l'origine de la manifestation, marquée par 2 points, symbolisant la première apparition, le dédoublement par couple ou la dyade, à savoir le masculin et le féminin, le phallus et l'œuf, etc. Donc le dualisme interne de chaque être. Viennent ensuite les 3 points correspondant aux 3 minéraux du monde, l'enfer, la terre et les cieux, ainsi qu'aux 3 niveaux de la vie humaine, physique, psychique et spirituelle. Et pour terminer, nous trouvons les 4 points de la base de la pyramide, symbolisant les 4 éléments. Donc cet ensemble constitue la décade, la totalité de l'univers créé et incréé, qu'on appelle aussi le triangle de Pythagore. Voici donc la prière par laquelle les pythagoriciens vénéraient cette figure. Je vous la laisse lire, si vous voulez, vous appuyez sur pause. Alors pour les pythagoriciens, donc, ils considéraient le nombre comme un archétype de l'ordre cosmique. Alors la décade, ou le chiffre 10, était le plus sacré des nombres. C'était le symbole de la création universelle. C'est aussi sur le 10 qu'ils prêtaient serment en l'évoquant sous cette forme. La tétractys, en qui se trouve la source et la racine de l'éternelle nature, tout dérive de la décade et tout y remonte. Le 10 est l'image de la totalité en mouvement. Voici encore une représentation de la tétractys. Donc pour résumer, c'est une sorte de pyramide très symbolique qui recèle l'ensemble des connaissances en elle.
s'y trouve la source et la racine de l'éternelle nature, par le jeu des 4 éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre, dont l'expression dynamique s'exprime par l'union du feu ou de l'esprit avec la matière, créant ainsi la forme sensible. La matière est représentée, elle, par la terre, symbolisée par le carré ou nombre 4, le feu esprit créateur correspondant au nombre 1. Je vous laisse découvrir à votre aise le reste de cette signification symbolique, mais on voit bien qu'on est loin là d'une simple comparaison d'un petit semis de triangle. Découvrons ensemble d'autres figurations de la tétractise sur les fibules. Voici parfois elle est représentée donc par des triangles, mais tête bêche, haut bas. Ceci aussi doit avoir une symbolique. On la découvre aussi donc par la figuration de points, toujours sur 4 rangs. Ici aussi, elle est bien visible au milieu. Donc, on la trouvera tantôt sous forme de nielle, tantôt sous forme d'émail, tantôt sous forme de loge émaillée. Ou encore, comme ici, par des petits ronds créés par des ocelles. Donc on voit qu'elle est assez récurrente, cette forme, sur les fibules. Donc il faut voir autant le sommet des triangles que leur base, ce qui va donc nous donner les 10 points ou la décade. Donc ces 10 points vont en quelque sorte constituer une espèce de canevas dans lequel les pythagoriciens, ce sont des matheux, vont à l'aide d'un compas et d'une équerre tracer toutes sortes de figures géométriques. Et nous allons donc voir par exemple que Platon, un des frères pythagoriciens, va donc à l'aide de ce canevas représenter ces fameux solides, à savoir le cube, l'icosaèdre, le dodécaèdre, le tétraèdre et l'octaèdre. À chacune de ces figures donc va être associé un élément. La terre, l'eau, le feu, l'air et peut-être même, pour le dodécaèdre, le paradis. Ce serait en quelque sorte la forme absolue, bien aboutie. Alors je le mets ici à titre d'exemple, donc les pythagoriciens, donc cette fraternité, a fait différentes recherches, et notamment dans le domaine aussi de l'harmonie musicale. Donc cette grille, ce canevas aussi, aura des propriétés en musique. Donc on le voit, un point figurera le feu, 2 points figurera l'air, 3 points va figurer l'eau, 4 points va figurer la terre. Cette figure aussi est très importante, donc il faut savoir que c'est un savoir qui était réservé aux initiés, mais elle abordait des thèmes tels que le macrocosme et le microcosme. Donc ça va être aussi une figure importante pour étudier, on va dire, la nature humaine et ses différentes fonctions. Donc il était très important de bien comprendre que cette figure de petit triangle, ce fameux petit semis de triangle, a une importance très très grande pour comprendre cet univers étrange des fibules. Et alors ces points, donc par exemple ici nous avons un seul point sur cette fibule dans un triangle qui va symboliser le feu. Ici donc on a 3 points qui vont figurer l'eau et qui vont se dissocier par leur couleur du point central noir qui figure le feu.
Ici, on va de nouveau retrouver les 3 points qui vont remplacer la classique ligne ondulée pour l'eau. Ici, nous aurons 4 points qui vont figurer la Terre, et dans la logique du tétractys, ils seront représentés dans un carré. Ici, on voit encore un autre exemple avec 3 points, et alors ils seront probablement rehaussés de couleurs qui sont aussi des codes. Par exemple, le jaune étant pour l'air. Donc probablement il doit encore manquer des petites billes de verre rouge. Alors, passer à côté de cette logique de la tétractys et ne pas comprendre qu'il s'agit bien de cette figure sur les fibules, eh bien, c'était passer à côté de la compréhension d'un tas de petits décors. Donc, voilà, des exemples ici. Toutes ces pseudo-ocelles, en fait, sont simplement des procédés techniques pour illustrer et figurer des petits ronds qui sont un code, une communication non verbale, qui vont à chaque fois décliner donc les 4 éléments. Mais cette découverte ne s'applique pas qu'aux fibules, elle va avoir une importance aussi, notamment dans d'autres décorations, comme sur les mosaïques. Donc on voit de nouveau ici que cette mosaïque recèle en son sein les 4 éléments. Donc il faut apprendre à les découvrir. Donc nous avons le point pour le feu, les 3 points pour l'eau. Ici on ne verra pas les 4 points, mais ils sont suggérés par la forme carrée qui va représenter la Terre. Comme peut-être on ne voit pas 2 points pour l'air, mais on devine de la couleur jaune qui pourrait le représenter. Voilà, sur cette magnifique mosaïque de Volubilis au Maroc, on voit de nouveau la présence de la tétractys. Ce qui laisse suggérer donc cette récurrence du thème des 4 éléments, comme on peut le voir encore sur cette autre mosaïque. Donc on voit qu'il y a un caisson principal avec un motif figuré. Il s'agit probablement de Bacchus avec la panthère, sa compagne Ariadne. Par contre, on voit bien dans les caissons secondaires des motifs que l'on peut retrouver sur les fibules, et comme on a découvert leur signification symbolique sur les fibules, on peut désormais donc, grâce à ma proposition de lecture, apprendre à lire tout ce qui se trouve dans les caissons décoratifs secondaires. Ainsi, on va pouvoir découvrir ici, dans ces petits caissons, les différents éléments d'Empédocle. Donc ici, on peut voir comme sur le pied de la fibule, le côte triangulaire sur pointe qui figure l'élément terre. Ici, on voit qu'il s'agit des codes figuratifs pour l'élément feu, comme ici aussi. Alors ici, par exemple, ce feuillage qui bouge comme ça, c'est l'élément air, donc le même principe métaphorique que pour les hiéroglyphes qui le représentent chez les Égyptiens. Donc la feuille de roseau, puisqu'on ne peut pas montrer de l'air, mais qu'on peut montrer son incidence sur les choses. Donc c'est l'air qui fait bouger la feuille, c'est ça le principe. C'est une métaphore, et à mon avis, c'est le même principe que l'on peut voir ici, sur ce feuillage qui est en train de bouger. Donc, on voit que si on passe à côté de la compréhension de la logique des éléments, et de ce paradigme, ce modèle religieux haut-bas, donc selon cet axe vertical, qui propose de voir au-dessus le ciel, au milieu l'onde pour la mer, en dessous le triangle pour la terre, enfin la boutrolle qui figure la tête de tortue schématisée ou le tartare. On ne comprendra jamais rien aux objets, et bien sûr on ne pourra jamais deviner qu'une amphore même propose le même concept, le même paradigme, cette même carte métaphorique du monde, celle qui a été conceptualisée par les pythagoriciens. Donc, enfin,
on comprend donc l'importance absolue qu'il fallait de percevoir que tous ces éléments, tous ces codes, qu'ils soient points, couleurs ou formes, vont régenter de très nombreux artefacts romains et qu'il serait temps et qu'il y aurait lieu d'en prendre compte pour faire une sérieuse mise à jour de nos connaissances en histoire de l'art des artefacts romains. Voilà, j'espère que vous avez eu du plaisir à suivre cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine qui sera sur le thème de la monade. Je vous remercie de votre attention.